Bonjour et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos réac qui risque d'être un petit peu longue autour des films animés Scooby-Doo. Ça m'a été inspiré évidemment après ma critique HS de Scooby-Doo 2 où j'ai recommandé le film qu'on va voir aujourd'hui. C'est un cas un petit peu particulier, on en parlera, qui m'a fait me dire en bout du compte que je n'avais pas vu tant de films Scooby-Doo animés que ça en dehors de celui-là. En dehors de Scooby-Doo sur l'île aux zombies. Et lorsque je me suis un tout petit peu renseigné pour savoir combien de films animés Scooby-Doo ont été produits, oh, une grosse trentaine, c'est tout. Oh, c'est rapide à faire. Et une fois que je me suis mis ça dans la tête, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de rattraper ça? Oui, dans un sens, parce que c'est pas non plus une franchise qui me laisse indifférent, mais en même temps, est-ce que j'aurais le courage de tout faire par moi-même, ou est-ce que j'en sauterais? Et c'est là que je me suis dit, tant qu'à faire, autant partager ça avec les gens. Ce sera en rapport avec une saga que j'ai un petit peu traitée dans une autre vidéo, et ça pourrait faire plaisir. Et ça a fini par se goupiller en la série qui va être déclinée à partir de maintenant devant vous. Sachant qu'il y a quelques petites précisions à faire avant de commencer. Déjà que des films animés. Donc les autres films live action sur Scooby-Doo qui ont été faits après Scooby-Doo 1 et 2, nada, j'ai pas du tout envie de voir ça, ça a l'air d'être nul à chier. Je vais traiter que les films qui ont eu un budget conséquent, qui sont vraiment sortis soit en vidéo, soit en cinéma. C'est-à-dire un seul, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est sorti au cinéma très récemment. Et donc, je ne vais pas m'intéresser aux étirements téléfilms de séries préexistantes ou aux longs épisodes spéciaux qui doivent durer genre 1 heure, ce genre de choses. Je veux traiter de films qui sont un petit peu indépendants en soi, qui ne se rattachent pas directement, automatiquement à une série. Et donc, oui, ça me fait une liste de 30, c'est déjà pas si mal. Déjà pas si mal. De plus, vu que c'est un nombre un petit peu important, je vais pas tout faire d'une traite. Je pense que je vais faire quelques films tout de suite, passer à une série qui sera en lien avec Disney d'ici un mois, quelque chose comme ça, puis une fois que j'aurai terminé, renchérir sur plusieurs films en plus, passer une autre série, renchérir sur d'autres films de la franchise. Je vais un petit peu alterner, quoi. Je vais pas traiter Scooby-Doo tout le temps. Je pense que ça risquerait de me saouler au bout d'un moment de faire que ça en réac. Donc j'alternerai. Voilà, je vous fais le topo global. Et pour commencer, on va faire ce qui ne s'appellerait pas tellement une réac dans l'absolu, puisque c'est le seul vrai film du lot que j'ai regardé à plusieurs reprises avant. Donc, voyez ça comme une réaction à tiède, ou plutôt une réaction à froid. Enfin, à froid, à chaud, puisque je viens de me revoir ce film pour avoir un point de vue assez clair sur ce qui se passe et être sûr de bientôt me rappeler. Et donc, je vous fais part de mes impressions que j'ai depuis pas mal de temps sur ce film qui m'a plu, que j'ai recommandé et qui malheureusement, je dois vous l'avouer, perd un tout petit peu de sa saveur au fur et à mesure que je le regarde. Disons que si je devais résumer un petit peu mon avis là-dessus, c'est un film que j'aime bien fait, mais qui perd de sa valeur nostalgique au fur et à mesure que je le redécouvre, parce qu'on voit pas mal de grossièreté, de facilité, de simplicité, qu'on ne retrouve pas dans des films vraiment bien pensés. Mais c'est un film cool, fun sur plusieurs points, et on va en parler tout de suite. Alors ça commence sur une situation très similaire au Scooby-Doo de Raja Gosnell, Scooby-Doo 1, où on nous fait un espèce de futur où le groupe est dissocié. Ils sont tous partis dans leur coin, on nous fait une espèce de petit rappel au début d'aventure où ils fuient un monstre sur la musique ultra classique. On a tous besoin de toi. Ça passe mieux en anglais qu'en français, bizarrement, cette chanson. Donc,
Ouais, on nous fait un petit rappel avec donc le suspense de la course. À un moment donné, Daphné et Vera manquent de tomber dans le vide. Il y a Fred qui les retient, mais lorsqu'il doit en lâcher une pour réagir au monstre, il lâche Vera, évidemment, évidemment. Bien entendu qu'ils choisiraient celle-là. Et ouais, au bout d'un moment, ils finissent par défaire le monstre, révéler qu'il y a un mec derrière. Et c'est juste une histoire qui est racontée par Daphné à la télé, puisque il s'est passé plusieurs années et le groupe a fini par se séparer parce qu'il y avait une certaine lassitude qui s'est mise en place. Et donc, ils sont partis chacun dans leur coin avec Daphné et Fred qui sont restés un petit peu ensemble en faisant du journalisme. Quelques petits reportages à sensation ci et là, alors qu'elle regrette un petit peu la présence de toute la bande avec elle, ce qui donne une idée à Fred alors que ses amis la voient à la télé et sont en train de poursuivre leur vie. D'un côté, on a donc Vera, qui est bibliothécaire dans une petite bibliothèque où c'est surtout des histoires d'horreur, de mystère, parce que ça correspond totalement à son truc. Et il y a Sammy et Scooby qui sont à leur énième job à la douane où ils font des recherches de contrebande de nourriture parce que bien entendu que Scooby a le nez et dès lors qu'on les laisse seuls avec la nourriture confisquée, ils la bouffent et ils se font virer. Et je me pose la question, comment ça se fait que ça n'arrive que maintenant? Ça met en place que vous êtes dans ce boulot depuis je sais pas combien de temps, et si c'est que maintenant que vous craquez pour bouffer tout. Eh ben dis donc, vous vous êtes retenu plus longtemps que ce que je croyais. Vous avez attendu que le film démarre pour ça, apparemment. Et donc ouais, ça met en place différentes situations des personnages pour que dalle en fait, j'ai envie de dire. Parce que juste après, ils sont contactés par Fred et ils font une surprise à Daphné parce que c'est son anniversaire en plus de ça. Puis à ce moment-là, pour reformer le band derrière une virée à travers le pays pour trouver un mystère. Et c'est joli ce côté retrouvailles, réunion, mais dans le grand ordre des choses, dans l'histoire, tu sens vraiment pas ce que ça apporte au récit. À part que, et je pense que c'est ça le truc, il voulait faire cette impression-là au public. C'est-à-dire, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas tablé sur cette propriété, et c'est un putain d'exploit quand on connaît Scooby-Doo, parce que je pense que le dernier épisode de série en date et la sortie de ce film, ça doit être la période de latence la plus grande de création d'œuvres Scooby-Doo qui ait jamais existé depuis sa création. Et donc ouais, ça voulait faire un petit peu ce rapport-là, ce rappel-là. Vous vous souvenez de cette vieille équipe, de cette ancienne équipe. Ils ont été un petit peu séparés, ils n'ont plus été exactement eux-mêmes pendant très longtemps. Maintenant, on les remet sur le tapis, donc on essaye de vous faire cette impression que il y a quelque chose qui s'est cassé et qui doit se reformer. Donc, voilà, c'était un peu grossier dans la présentation, mais je comprends un petit peu l'idée émotionnelle derrière. Mais je dois avouer qu'après plusieurs relectures, plusieurs visionnages, ça fait un petit peu superflu cette intro. Vous auriez juste pu dire qu'ils sont en chemin pour déterrer quelques mystères et ça aurait été pareil, hein. Il y a eu le côté reporter de Daphné et on joue un tout petit peu dessus, mais c'est pas non plus quelque chose d'ultra vital pour l'histoire. Donc voilà, on les voit traverser, bourlinguer à travers le pays à la recherche de mystères qui ne sont au bout du compte que des mecs derrière des masques comme d'habitude, avec une petite musique d'ambiance sur tout ce montage plutôt cool. Je dois avouer que la BO de ce film est très cool, même après l'avoir vu plusieurs fois. C'est un truc qui reste bien en tête et on a fait même 2 chansons originales un peu rock pour célébrer ça particulièrement, dont la seconde qui aura encore plus marqué, on en parlera quand ça viendra, mais c'est bien pour appuyer la routine qui se répète, un petit peu tendue, mais qui mène toujours à la déception de Daphné parce qu'elle voudrait vraiment quelque chose de surnaturel, c'est son truc. Et au bout d'un moment, alors que elle se plaint de ne rien trouver, comme par hasard, il y a une fille qui entend leur conversation et qui leur dit « Vous savez, il existe une île et qui est hantée. On l'appelle l'île de Moonstar. Si ça vous intéresse, j'y vis, je peux vous y conduire. Oh, mais ça tombe bien, mademoiselle, ça nous arrange pour le scénario. » Ouais, comme par hasard, elle tombe sur eux. Dans un sens, c'est pas un hasard total, j'en parlerai plus tard, mais voilà. Le scénario est amené, l'intrigue principale est là, et ça
va attirer notre groupe sur cette île via un ferry qui les amènera à travers des marais. Et on voit l'ambiance un petit peu reculée de l'endroit où il n'y a pas de télé, où c'est surtout des plantations, des arbres, des trucs vraiment reculés de la civilisation un petit peu. La découverte est plutôt cool. Et alors que nos personnages commencent à découvrir cet endroit, il y a la fille en question qui les a sollicités, Lena, qui se rend compte seulement maintenant. C'est pas tombé très bien ça, qu'il y a un chien qui les accompagne et ça la gêne un petit peu. Scooby-Doo qui a la réaction qui m'a toujours paru un petit peu bizarre dans ce cadre. Un chien? Où ça? Alors, est-ce qu'il dit ça sérieusement ou pour noyer le poisson? Je pense qu'il dit ça sérieusement, je comprends pas très bien en fait. Il n'a pas conscience que c'est un chien, alors que beaucoup de gens disent que c'est un chien, et à d'autres occasions, lorsqu'on dit que c'est un chien, il le prend parfaitement bien. J'ai pas compris. C'est un gag que j'ai pas compris. Et s'il essaye de noyer le poisson, mais pourquoi il le fait qu'une fois sur trois, en fait? C'est... Ouais. Mais bon, de toute façon, ça appuie le problème principal, que même à l'époque j'avais avec ce film, c'est que ouais, le gag autour de Sammy et Scooby casse pas la baraque, et ça appuie le problème global que j'ai avec Sammy et Scooby. Hein, parce que bon, il y a Lena qui dit ah, vous savez, ma maîtresse a des chats, et bon, j'ai un petit peu peur que ça se passe mal, et tout le monde dit oh, ne vous en faites pas, Scooby s'entend très bien avec les chats, et non, en fait, non. Hein, il arrête pas de leur courir après, créer des gags, faire l'andouille, et. C'est majoritairement ce qu'ils apportent, ces deux-là. Du gag un petit peu faiblard, facile, qui vole pas plus haut que ça. J'ai vu d'autres cas où on jouait un tout petit peu mieux sur les personnages, mais globalement, lorsqu'on veut passer du temps sur eux, la majorité de ce qu'ils apportent, c'est juste du gag autour de on fout le bordel, on aime bien bouffer et on a peur. C'est leurs deux caractéristiques. On adore bouffer et on a peur de tout. En étant vaguement sarcastique pour Samy, c'est ça qui le rend un petit peu drôle quand ça arrive, mais globalement, c'est plus ou moins ça. Et... C'est pas que je trouve ça ultra irritant ou lourd, c'est juste que je trouve ça pas mémorable. C'est des personnages qui existent sans plus pour moi, et ils alourdissent un petit peu le rythme avec leur délire. Je pense qu'on peut quand même un tout petit peu les apprécier si on joue de façon intelligente sur ces caractéristiques ou si on va un peu plus loin que ça. Et j'ai vu des cas où c'était fait un peu plus acceptablement, ne serait-ce que dans la série Mystère Associé. Mais là, ils apportent pas des masses de choses. Ils me laissent pas un grand impact dans ce film, et ça fait partie de ces nombreux cas où j'ai l'impression que le film, l'œuvre, s'en tirerait mieux sans eux. Donc, je vous résume en disant ça, une partie importante, genre un gros cinquième du film, quand je parle des gags qui alourdissent un petit peu trop le truc, quoi. Donc, ça c'est dit. Hein, vous allez avoir droit à beaucoup de passages comme ça, et nos personnages se retrouvent donc sur cette fameuse île de Moonscar, où ils feront connaissance avec les divers personnages slash suspects du coin, à commencer donc par Lena qui les a invités, et sa maîtresse, Mademoiselle Lenoir, celle qui possède la maison, celle et qui est habitué au coin, qui a donc ses chats et tout et tout. Il y a le conducteur du ferry qui s'appelle Monsieur Jacques, un mec bien en chair, plutôt jovial de ce qu'on voit, très peu, on ne voit pas les masses. Il y a un pêcheur qui s'appelle Stuck ou Scut, je sais plus exactement un truc de ce genre là, qui est assez flippant et qui a une espèce de facochère de compagnie, histoire d'être un petit peu original, hein, qui est à la recherche de pêcher une espèce de poisson charard qui ne va nulle part au passage, et c'est histoire de dire que le mec est flippant, c'est un suspect, et c'est clairement pas lui. Et enfin, il y a le jardinier, Monsieur Beau, qui est un petit peu énigmatique. Tout ce petit monde nous est présenté, tandis que Mademoiselle Lenoir, Elena, accueille notre groupe chez elle, même si elle a un petit peu de mal avec Scooby-Doo, puisque voilà, femme à chat. Et elle leur parle du fait que c'est une malédiction qui existe depuis des âges, qui a touché énormément de gens, il y a eu beaucoup de disparitions, et bizarrement, la première chose qui me vient en tête, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête de fait, mais
le film essaye un petit peu de rattraper ça sur la fin. Donc c'est déjà une bonne chose, mais voilà. Il y a ce truc-là qui se met en place, tandis que on va commencer à mettre en place quelques petits mystères et quelques petites choses très énigmatiques qui font un peu froid dans le dos, avec pour commencer une apparition fantomatique qui grave des mots sur le mur. Partez, vous êtes en danger, scène qui est prise par la caméra de Daphné, parce qu'une fois de plus, il est reporter, et qui est repassé au passage avec exactement le même jeu de plan que la mise en scène juste avant, il y a une minute. Donc c'est bien recherché, ça, je veux dire. Comment t'as pu faire ce changement de cadre aussi rapidement, Fred? C'est pas logique. Ça devrait pas être pointé comme ça sur ta caméra, mec. Mais surtout, on voit qu'il y a une apparition fantomatique qui apparaît à l'image. Si on change un petit peu la luminosité comme il faut... Ah, mais c'est bizarre. Pour le moment, on cherche des explications rationnelles à ça. Ça doit être des hologrammes, mais il doit y avoir quelque chose qui contrôle nos mouvements. Lorsque, plus tard, il y a Sammy et Scooby qui tombent dans un trou et qu'il y a une lumière qui fait revivre un cadavre en zombie. C'est la première fois qu'on voit un zombie après 33 minutes du film qui dure 1h10. Et je dois vous avouer, c'est une phase qui perd pas mal son impact au fur et à mesure que je me revois le film. Bon, parce que j'ai vu ça pour la première fois, j'étais jeune. Très jeune, un jeune ado lorsque c'est sorti. Et la première fois, t'es un petit peu naïf, tu te poses pas de questions, tu réfléchis pas à la mise en scène, etc. En grand détail en tout cas. Mais quand t'es un peu plus âgé, ça commence à tomber sous le sens de dire, bah oui, ça peut pas être un mystère où on nous fait croire que quelque chose est surnaturel quand vous êtes aussi évident dans la magie de ce qui se passe. Je trouve que cette espèce de façon de nous faire tourner en bourrique aurait pu marcher en nous faisant croire que oui, peut-être qu'il y a quelque chose de rationnel derrière, pour qu'au bout du compte, on accepte que ce soit totalement surnaturel, mais au bout du compte, il aurait fallu y aller plus par étapes. Dès le début, on met en place quelque chose de vraiment invraisemblable et qui peut difficilement être expliqué comme ça, à part par des justifications ultra grosses. De ce fait, je pense que ça perd un peu de sa force parce qu'on aurait pu faire ça par à-coup, par échelon. Commencer par quelque chose de petit qui peut se justifier pour finir par quelque chose de plus gros. Comme par exemple à un moment donné un truc qui aurait pu être dans les débuts mais qui se fait vraiment au milieu de cette phase de découverte. Il y a Sammy dans une scène que je trouve assez drôle au passage où on se moque un petit peu du côté cheap de la série qui essaye de se préparer pour le dîner, donc il change de veste, enfin de t-shirt, et c'est exactement le même couleur, il a que les t-shirts de la même marque et il essaye de se raser, de s'égaliser les poils, mais ça donne la même chose. C'est la série, enfin c'est l'animation qui reconnaît que les designs sont un petit peu cheap et changent jamais. C'est un petit peu drôle ça, je reconnais, qui découvre donc juste après ça un fantôme qui apparaît dans son miroir, un fantôme qui vient d'un confédéré. Ça, tu vois, ça passe, ça aurait dû être un des premiers trucs. Vous auriez pas dû commencer par l'apparition fantomatique qui grave des trucs sur le mur sans qu'on explique comment, avec exactement l'image de ce spectre juste derrière Daphné à la caméra. Vous auriez pas dû enchaîner sur directement une espèce de tourbillon magique dans le ciel qui fait revivre à la vie un cadavre. À ce moment-là, tu te dis, ouais, c'est quoi la logique à part la magie, le surnaturel? Et c'est exactement ça. Ça aurait dû être plus crescendo. C'est un petit peu le truc dans cette mise en scène qui me gêne un petit peu. Mais bon, voilà. Il y a donc plusieurs moments de découverte de cet endroit, de mystère qui s'épaissit. Enfin, il y a un mystère. On nous prend par surprise avec une révélation à la fin quand même. C'est pas non plus comme s'il y avait rien à découvrir. Et là, je trouve qu'on n'a pas posé beaucoup d'indices à cet égard, malheureusement. Mais c'est comme énormément d'histoires de Scooby-Doo, faut dire ce qu'il y est. On met pas énormément d'indices en place pour amener à la conclusion. C'est toujours quelque chose qui vient comme ça. J'ai vu beaucoup d'épisodes de Scooby-Doo avant. Et c'est quelque chose qui se ressent totalement. Même dans le mystère associé, il y a beaucoup de mystères indépendants. On ne sent pas non plus qu'on nous pose les indices avec beaucoup de ferveur, vraiment. Mais bon,
Je fais un petit peu durer la chose, voilà, il y a ce mystère qui s'instaure, les questions qui se posent, alors qu'on est en plein dîner et que Sammy et Scooby ne sont pas les bienvenus parce qu'une fois de plus, c'est gag, on fait peur aux chats, on bouffe, on fout le bordel, et ils finissent par partir à l'extérieur pour manger et tombent une fois de plus sur des zombies. Ils ont le temps de revenir au manoir pour alerter tout le monde qui décide de se séparer dans les marais où on commence à mettre en place des suspects évidents qui n'en sont clairement pas coupables, hein, notamment Beau, hein, c'est celui sur lequel on se sent le plus. Vous êtes suspect, on ne vous voit pas lors de ces apparitions. Je suis très suspicieuse, moi, Vera, restez avec moi. Tandis qu'il y a une scène que je trouve assez drôle parce que voilà, il y a le côté, hein, ce mec, on lui fait pas confiance, etc. Et on essaye de mettre en place une scène où on croit qu'il va être super violent avec elle, alors en fait il la sauve. Et c'est le cas où il prend un rocher, il s'apprête à le lancer dans sa direction, et tu te dis, ouais, pourquoi il fait ça? Et il fait ça juste pour la prévenir qu'il y a des sables mouvants. Alors moi, je dis ça à ta place, mec, j'aurais juste pu dire à ta place, hein, attention mademoiselle, il y a des sables mouvants devant. Limite, tu prenais un petit caillou, un truc comme ça. Et t'avais pas... Attention, il y a des sables mouvants, mademoiselle. C'est dans l'autre sens qu'il fallait faire. C'est juste un truc, je trouve ça assez drôle, assez cocasse. Enfin bon, voilà, ça essaye de dire, est-ce que c'est vraiment le coupable ou pas, alors que c'est clairement pas lui le coupable. Tandis que il y a un zombie qui se fait un petit peu karater par Daphné et qui est sonné. Et c'est là qu'on se dit, c'est bon, on va enfin découvrir qui est derrière le masque. Suspense. Tandis que Daphné se dit, ça doit être un vrai zombie, je n'arrive pas à lui enlever son masque, en plus c'est poisseux et tout. Elle dit, attends, laisse faire les mecs, tu tires pas assez fort. D'accord, monsieur le macho. Alors, au passage, j'en parle pas des masques, mais oui, on joue un petit peu sur la relation Fred et Daphné. On va pas dans la concrétisation totale, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est un truc qui arrive souvent, malheureusement. Et on essaye de jouer un peu sur leur côté jaloux. Parce qu'il y a Fred qui flirtait un petit peu avec Lena et Daphné un micro-chouïa avec Beau. Qui donc, il y a le petit coup de jalousie. Ça aurait pu être mieux géré, cette relation. C'est pas affreux, ça aurait pu être mieux géré, je trouve. Enfin bon, bah, bref. Dans cette configuration, de ce concours de qui a tort, qui a raison, il essaye de prouver que c'est quelque chose de totalement rationnel et pas surnaturel, mais c'est là qu'en lui arrachant la gueule, il se dit « Ouah, ça pourrait bien être un zombie en fait !» Et il se met à voir rapidement d'autres hypothèses, mais lorsqu'il voit cette espèce, une fois de plus, ce rayon magique sortir du ciel, ranimer des tonnes de cadavres et qui leur foncent dessus, je pense que t'as raison, c'est des zombies en fait, c'est des zombies. En effet. Et donc c'est là qu'ils se mettent à paniquer, à fuir partout sur une chanson qui déchire sa mère. You'll notice tonight. Vous savez, même en connaissant mieux l'anglais maintenant, j'arrive jamais à retenir les paroles de cette chanson. Mais super chanson. Super chanson qui appuie une fois de plus ce côté rock bien puissant, bien crachant, qui aide vraiment à cimenter le côté horreur de ce film. S'il y a un truc qu'il faut quand même louer à ce film en termes d'animation, en termes d'ambiance, c'est qu'ils ont parfaitement su retranscrire l'horreur à leur niveau. C'est pas de l'horreur qui vous fera chier dans votre froc, mais c'est de l'horreur qui vous imprègne, qui vous fait entrer dans cette ambiance de danger autour de nos personnages. C'est un truc qu'ont essayé de faire pas mal de séries de Scooby-Doo avant, et ça sortait toujours kitsch en fait. C'est la première œuvre qui arrive à faire passer ça avec une vraie force. Avec donc le jeu sur la musique qui crache, qui fait fort, donc qui appuie le danger, et le jeu sur les transformations, la lumière, même les éclairs qui tombent à pic, ce genre de choses. Il y a quelque chose de très bon là-dedans. Ça se jouera aussi avec les deux méchantes principales. Alors là, je vous spoil la chose, mais bon, la révélation arrive dans pas longtemps. Alors que tout le monde s'enfuit et se voit séparés, d'un côté, il va y avoir Daphné, Fred, Vera et Beau qui seront ensemble dans le manoir à rejoindre Lena et Mademoiselle Lenoir, qui s'appelle Simone, c'est ça son prénom, Simone. Il y aura Sammy et Scooby qui se barreront seuls dans leur coin.
comme d'habitude. Hein. Il faut toujours qu'ils soient seuls dans leur coin à un moment donné, cela, la plupart du temps. Donc, en arrivant dans le manoir, nos quatre guélurons tombent sur un passage secret qui les mène à Mademoiselle Lenoir, qui se fait passer en victime, mais Vera voit une supercherie parce que Léna a menti effrontément. Et ouais, c'est bien joli de te montrer intelligente quand ça sert à rien, Vera. Parce que vous vous faites avoir de toute façon, parce que voilà, c'est de là les méchantes, qui ont au passage façonné des poupées vaudou qui leur permettent de contrôler nos personnages et les ficeler comme elles veulent, donc impuissants face à ça. Ils n'en ont pas fait pour Sammy et Scooby parce que ils en valaient pas la peine. Si c'est compréhensible dans un sens, c'est un petit peu ça qui représentera leur perte. Et donc voilà, elles finissent par expliquer leur motivation alors qu'elles se transforment en femme-chat. Et pas la femme-chat que tu vois sur des Viantart ou sur des sites hentai. Non, la femme-chat qui fait un peu flipper. J'avoue, hein, c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là, une fois de plus en termes de visuel horrifique. Parce que je trouve que l'animation, elle est acceptable sans plus globalement, mais lorsqu'on appuie l'horreur, les découvertes de ce genre-là, elle est à son meilleur niveau. Donc voilà, elles racontent leur histoire. Elles étaient parmi des pionniers à s'être installées sur cette île avant, donc il y a plus de 200 ans. Mais c'est là que le pirate Moonscar et sa bande sont améris sur l'île et ont massacré tout le monde. Dans une scène assez glauque, faut avouer, c'est très osé de la part de Scooby-Doo de faire un truc comme ça, où donc les deux filles sont les seules à en être réchappées et ont décidé de se venger en faisant appel à leur déesse chat qui est magique. Ça tombe bien pour pouvoir se venger donc de ces gens-là. Ça les a transformés en femmes chattes ultra puissantes. Enfin à l'époque, parce que maintenant elles n'ont pas l'air si puissantes que ça, ou peut-être que si on les voit pas tellement se battre. Donc elles ont réussi à buter tous les pirates pour se venger, seulement elles ont été prises dans la malédiction qui les a forcés à aspirer l'âme des gens, plutôt la vitalité, pas l'âme, la vitalité des gens pour pouvoir vivre éternellement. Et elles ont aussi mêlé le conducteur du furet à ça parce qu'il voulait vivre éternellement lui aussi. Donc on s'est dit tiens ce serait pratique pour avoir des âmes fraîches pour nous nourrir régulièrement. Et ouais, quand on s'y penche, c'est un peu dommage que ça aille un peu vite à cet égard-là et que juste après on les dépeigne juste comme des gros monstres, ah ah ah, on va vous tuer, parce que quand on y réfléchit un petit peu, elles ont un passé super tragique. Et les pirates qu'on essaye de dépeindre avec tous les autres zombies, tous les autres fantômes du coin, comme des victimes qui essayent juste de prévenir nos héros, bah, ce sont des gros connards en fait. Des gros connards qui ont tué et trucidé des tonnes de gens innocents et qui ont créé ces monstres-là. Le fait de ne pas se pencher en détail là-dessus, je trouve ça un peu dommage, c'est une occasion manquée en fait. Parce que c'est juste des gros méchants pas beaux, une fois qu'on a terminé cette backstory, et je pense qu'il y avait moyen d'appuyer un côté un peu tragique derrière. C'est un peu dommage pour moi. Mais bon, maintenant que c'est mis en place, maintenant qu'on sait les motivations, eh ben il reste plus qu'à se débarrasser des méchants. Et Scooby et Sammy à la rescousse, de façon totalement accidentelle. Donc voilà, il y a Scooby et Sammy qui tombent sur le conducteur du ferry qui donc se transforme en chat-garou, qui les attaque. Et en fuyant, en étant aidé par les zombies qui se montrent assez proactifs vers la fin, ils tombent sur la grotte de Lena et Simone, empêchent les filles juste à temps d'aspirer la vitalité de nos héros en fuyant sans se rendre compte de ce qui se passe. C'est aussi un petit problème que j'aime bien voir pointer dans Scooby-Doo 2 par exemple. C'est aussi un truc qui fait que ça me plaît. C'est que ils ont conscience de l'apport de Sammy et Scooby dans Scooby-Doo 2, tout comme dans Scooby-Doo 1. C'est-à-dire que ils ont conscience de certains clichés, certaines choses qui se répètent souvent dans les configurations, que ce soit des séries ou des téléfilms. Et ils se sont dit, ce serait bien d'essayer de jongler là-dessus, de montrer que ces héros qui répètent sans arrêt les mêmes choses ne veulent pas être juste ces héros qui répètent sans arrêt les mêmes choses. Ça s'est un peu plus ressenti dans Scooby-Doo premier du nom, mais Scooby-Doo 2 a su bien le retransmettre. Hein. Je trouve sincèrement que ça poursuivait totalement l'idée principale de thème, de mélange des deux tons qu'il y avait dans le premier Scooby-Doo.
Ah, c'est de la petite parenthèse sur Scooby-Doo 2. Enfin bref, quoi. Il sauve accidentellement la situation, ça arrange bien les choses, et donc Vera, Daphné et compagnie parviennent à se sortir des griffes du contrôle des poupées vaudou, à créer des poupées vaudou pour s'en prendre aux deux femmes, et elles parviennent à empêcher, à les retarder suffisamment longtemps pour qu'elles crèvent, n'ayant pas aspiré leur vitalité humaine à temps. On dirait que c'en est fini de vos 7 vies. 9 vies, les chats ont 9 vies, faites un petit peu gaffe s'il vous plaît. Je vais pas trop critiquer la VF pour l'instant, mais c'est le détail, c'est vraiment le détail. Et ça se termine sur donc les grosses méchantes et leurs laquais qui meurent. Toutes les âmes qui sont libérées peuvent partir en paix, dont les pirates une fois de plus. Donc, ce que je veux dire, un petit peu dommage de les compter dans le même lot alors que c'était des connards qui ont tout déclenché. Et ouais, c'est là que ça se termine. Daphné est un petit peu dégoûtée de ne pas pouvoir rapporter cette histoire parce que sa caméra a été détruite lors de la fuite de Pluto. Mais c'est là que Beau leur révèle que peut-être il y a moyen que vous puissiez partager cette histoire. Ça ira pas plus loin pour l'instant. Hein. Peut-être que par la suite, je sais qu'il y a eu un film suite qui a été fait, qui n'a pas été bien reçu, mais on en parlera quand on en parlera. Je dis oui, peut-être que on vous croira un petit peu, même si c'est une histoire de dingue, parce que je fais partie de la police. J'étais venu à cet endroit pour enquêter suite aux disparitions très mystérieuses qui ont eu lieu. Je me dis, ouais, c'est bien d'avoir au moins une personne pour faire ça. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Hein. Vous faites au moins ce petit effort-là. Et ouais, ça se termine sur tout est bien qui finit bien, tout le monde repart. Fred et Daphné qui, après ces aventures, ont un tout petit moment ensemble, mais ça va pas très loin. Et pareil pour Vera et Beau qui semblent se rapprocher un peu, mais ça n'ira pas plus loin non plus. On adorerait écrire un roman policier, etc. Quand j'y pense, il y a beaucoup de parallèles qui pourraient être faits entre ce film et Scooby-Doo, premier du nom par Raja Gosnell. Il y a pas mal d'éléments, d'idées, de concepts qui sont montrés un peu de la même façon. C'est-à-dire l'amourette rapide de Vera, l'intro où nos personnages se séparent pour se remettre ensemble au début. Et je trouve que sur pas mal de points, d'un point de vue de présentation et de concept, c'est un petit peu mieux présenté dans Scooby-Doo 1, j'ai envie de dire, de Raja Gosnell. Après, qu'on se comprenne bien, je préfère ce film-là au film de Raja Gosnell. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme genre le meilleur film Scooby-Doo existant. Je vois ce qu'il y a de bien là-dedans. Il y a un travail sur l'ambiance qui est assez énorme. La BO, hein, la musique est très bien faite pour appuyer justement le rythme, l'action et les divers moments de découverte. Et j'ai pas énormément de choses à redire en soi en termes d'écriture mal faite, de moments trop grossiers. Ça suit les formules typiques de Scooby-Doo en essayant de les actualiser, les moderniser un petit peu pour la fin des années 90 parce qu'il faut dire ce qui est, Scooby-Doo avant c'était super kitsch. Ça commence à devenir un peu plus moderne avec ce film-là, donc c'est un précurseur en la matière, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Dans ce film et qui, même maintenant, même après un 4e ou 5e visionnage, tiennent bien le coup. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu être mieux mis en scène, mieux fait, et les petits soucis grossiers que j'ai habituellement avec Scooby-Doo, comme l'apport de Sammy et Scooby par exemple, sont loin d'être anodins. C'est un film sympa. C'est un film sympa. Que j'apprécie encore maintenant, mais est-ce que c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu? Non. Je le situerai un petit peu au-dessus des films Scooby-Doo de Raja Gosnell parce qu'il y a beaucoup moins de grossièreté, de moments très... On est un film Jones, on essaie de faire des références et l'humour de Raja Gosnell n'aide pas, c'est clair et net. Mais est-ce que c'est beaucoup plus fort que ces films-là? Pas tant que ça pour moi. Un bon petit film, sympa, et dans un sens... Je suis content de découvrir de temps en temps des petits trucs comme ça. Ça n'a pas non plus prétention à être quelque chose de grandiose, ce film-là. Ça veut juste faire revenir Scooby et sa clique en modernisant un petit peu le ton derrière. Et ça fait un très bon job par rapport à ça. D'après ce que j'ai compris, les gens ont tendance à bien apprécier la première période de film animé qui a suivi ce film. Donc si c'est du même acabit, ça devrait me plaire acceptablement. Tel quel, je lui mettrai 13, 13,5. Allez, je vais être méchant, je vais dire 13. 13 sur 20. Un bon petit film, c'est pas quelque chose de révolutionnaire pour moi, mais c'est un bon petit film fun que je recommande encore maintenant.
Et j'espère que ça ira peut-être un peu plus loin, mais si ça reste à ce même niveau, ce sera pas désagréable à découvrir la suite. Et c'est là que ça va être vraiment la surprise, parce que je ne connais aucun autre film animé de la franchise Scooby-Doo. Donc, à partir du film suivant, ça va être totale découverte. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye!